Agoria, c'est un artiste effectivement, quelqu'un a dit connu pour sa musique, au premier lieu, mais tu t'es déjà exprimé sur plein de supports. On va un peu évoquer ta créativité et le rapport au NFT. Merci d'être là. C'est très cool. J'avais prévu des petites questions, donc alors non, ça c'est des questions pour Pao Valder, donc c'est pas les bonnes. Ça va pas bien marcher. Après, on va prendre un verre tous ensemble, c'est ça hein. Tu peux présenter peut-être Écoutez, moi je pense que c'est vrai, je suis plus connu pour la musique, mais je dirais plutôt que je suis un chercheur débutant depuis que je suis né, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé chercher et faire plein d'expérimentations. Donc quand la musique électronique est arrivée, qu'elle a été très décriée, ce que je vois souvent comme comparatif avec les NFT aujourd'hui, je me suis senti attiré, parce que quand on nous dit de ne pas faire des soirées dans des hangars, dans des champs, dans des clubs et que la police vient nous arrêter, c'est forcément assez excitant. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait comparer ça avec la SEC, ou la régulation des crypto-monnaies, je sais pas, mais... non, moi c'est vrai que j'ai commencé dans les années 90 à faire de la musique électronique. Donc j'ai fait plusieurs albums, des musiques de films, j'ai créé un label qui s'appelle Sapiens, après je fais beaucoup de choses dans la musique. J'ai créé un festival qui s'appelle Nuit Sonore, je sais pas si vous êtes allé de temps en temps faire la fête du côté de Lyon. Et aujourd'hui, moi je suis ravi de voir l'engouement qu'il y a autour des cryptos et des NFT, non pas pour l'aspect spéculatif, mais parce que je pense qu'en tant qu'artiste, c'est un médium qui nous permet d'inventer plein de choses, parce que d'une part, les œuvres sont en mouvement permanent. Donc c'est quand même quelque chose qui est à l'inverse d'une majorité d'œuvres qui sont fixes ou alors d'expérimentation, donc des installations qui sont, on va dire, de sorte sensorielle, qui sont du moment, de l'instant où on la vit. Là, j'ai l'impression qu'on est au tout début d'une genèse, une génération d'artistes qui va faire des choses qui seront en mouvement permanent, qui vont se réinventer au fil des années, et peut-être même, et avec grand plaisir, on en perdra sans doute un peu le contrôle intellectuel. Oui, c'est sûr. J'ai pété ton interview là, non? Non, tu fais. Non, c'est du coup j'ai vu les questions, je me suis dit, bon bah ça, non, on peut pas faire, non, ça non plus. Non, c'est pas grave, mais en fait, c'est en parlant avec, en écoutant Vieux, et tout, et en regardant certaines de tes créations, il y a plusieurs sujets dans ce que tu fais. Il y a le rapport entre l'art et la science, qui a l'air d'être un sujet qui t'anime depuis pas mal de temps. À la fois dans la musique et à la fois sur les autres supports sur lesquels tu t'exprimes. Et il y a ce sujet, il y a le langage. Je sais que c'est deux choses importantes pour toi. Voilà, c'est un peu open comme question, mais... C'est pas vaste du tout, non, c'est bien. Non, mais tu peux faire une question un peu précise? Non, mais écoute, non, c'est vrai que je trouve, Obvious, on en parlait juste avant, je pense que l'art et la science sont forcément très mêlés. Et du fait que moi, je me pose souvent beaucoup de questions, je rencontre beaucoup de gens très différents. De par le fait que quand je fais des soirées, il y a plein de gens qui viennent me voir qui peuvent être en dehors du simple clubbeur. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des physiciens, des mathématiciens, des philosophes. Et j'aime beaucoup finir les soirées avec eux. Et donc je crée des liens avec ces personnes-là. Et donc c'est vrai que j'aime, par rapport à NFT, je vois l'intérêt de créer par exemple des œuvres en collaboration. C'est-à-dire que moi en tant que musicien, je fais souvent des trucs en studio avec des chanteurs, des bassistes, et on a une sorte de curation globale sur le moment. Et là, ce que j'aime, c'est que quand je parle avec un biophysicien, par exemple du CNRS, et qu'on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire parler un champ de marijuana, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va dans une plantation de marijuana, on met des sondes, on récupère des cultures, des micro-organismes, et on voit ce qui se passe. Nous-mêmes, on ne sait pas au moment où on le fait si vraiment il va y avoir un résultat ou s'il va y avoir quelque chose qui va être intéressant artistiquement. Et en fait, souvent l'envie et l'énergie fait que le résultat est là. Et donc là, je ne sais pas si c'est ce que tu veux montrer, mais ça en fait, c'est des micro-organismes de chanvre, donc le cousin marijuana, et qui sont au micron. Donc on a fait ça au CNRS, et j'étais très ravi parce qu'au CNRS, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient en fait. Ils avaient même pas l'expérience de la molécule et de comment est-ce que ça fonctionnait. Donc on a fait un film qui s'appelle Phytocène, que vous pouvez voir, je crois, sur la maison de vente Philips. Et vous pouvez voir en fait pendant 7 minutes l'évolution et la naissance de micro-organismes de chanvre. Et évidemment, pareil pour la musique, en fait, on a mis des sondes, et ces sondes, on récolte en direct les datas,
et ces datas fournissent la base de la musique que vous entendez du film. On a même fait une radio qui s'appelle la Radio Hemp, où pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez vous connecter, c'est un peu méditatif, mais vous êtes en connexion avec la musique de ce chant de Marijuana. Vous pouvez l'écouter chez vous tranquillement, quand vous rentrez en voiture, plutôt que écouter l'énergie, c'est un peu puissant. Je pense que c'est assez intéressant. Donc je pense que voilà, moi j'adore collaborer parce qu'en fait ça génère des questions aussi, c'est-à-dire que je pense pas que souvent quand on fait un morceau de musique et qu'on le met sur Spotify, on se dit voilà c'est la bonne version. Et je crois pas qu'il y ait une bonne version en fait, c'est souvent la difficulté, c'est quand est-ce qu'on arrête un morceau en studio, et je pense que c'est un peu la même chose pour une œuvre d'art. Et donc là ce qui s'est passé c'est qu'on a fait pour un morceau qu'on vient de sortir qui s'appelle What If the Dead Dream, si les morts rêvaient. En fait, on a fait une version de ce morceau où à chaque fois que vous appuyez sur play, vous avez une nouvelle version qui vous est proposée par une intelligence artificielle, et à chaque fois, la version est différente. Alors évidemment, on a beaucoup travaillé, c'est pas un truc très chaotique qui arrive et on ne sait pas où on va, mais je pense que ça questionne sur le choix de l'artiste, ça questionne aussi sur l'auditeur, son jugement, et c'est très difficile finalement de parler un morceau à son ami, à sa copine, sans savoir vraiment ce que lui-même a écouté. Par exemple, vous allez peut-être écouter le morceau, mais il n'y aura pas de voix. Et peut-être que votre petit ami aura écouté un morceau avec une voix. Donc ça questionne beaucoup, et c'est ce genre de questionnement, en tout cas entre l'art et la science et l'expérimentation, moi, qui me branche. On a parlé un peu de Async Music ce matin, qui est une plateforme de NFT. Donc là, tu ne parles pas de NFT, hein, tu parles d'expérimentation musicale pure, mais dans le même rapport, qui finalement programme quelques versions différentes de chansons, et chaque acheteur de NFT va avoir une version différente. C'est comme ça que finalement, c'est l'inverse de la musique mainstream. Chaque expérience est unique, donc ça se rapproche un petit peu de ton idée. Il y a même une idée où à chaque fois que la chanson est revendue, c'est quelqu'un qui a expérimenté ça, je ne sais plus qui c'est, la qualité de l'audio se dégrade de 5%. Donc plus elle est vendue, moins elle est audible. C'est rigolo, mais voilà, c'est des choses qu'on peut... C'est un peu l'histoire des tests pressing de vinyle en fait. En fait, un test pressing de vinyle, on le reçoit, on l'écoute une fois, la deuxième fois qu'on l'écoute, le son est beaucoup moins bon déjà. Ah oui, à cause de la qualité du... Ouais, on l'écoute quasiment au bout de 3 fois, le disque est pourri. Alors on va venir un peu au NFT aujourd'hui, mais avant il y a 2-3 expériences que tu as faites qui montraient que tu étais déjà dans un gros délire créatif. Tu as envoyé en 2018 quelque chose dans l'espace. Ah oui, c'était, je ne me rappelle plus l'organisme, mais c'est peut-être la NASA espagnole, enfin c'est le programme SETI espagnol. Ils m'ont proposé d'envoyer un morceau pour contacter les aliens. Et donc c'était assez drôle d'imaginer comment est-ce qu'on pouvait rentrer en contact avec les aliens et quelle langue on allait pouvoir leur parler. Déjà que sur cette planète, on ne se comprend pas toujours tous dans la même langue. Donc j'ai trouvé intéressant de justement commencer à bosser avec une intelligence artificielle à ce moment-là et d'envoyer en fait au bout de 600 000 ou 700 000 itérations, ce qui à l'époque était beaucoup pour moi. Maintenant je ne sais pas si Obvious dirait que c'est un chiffre qui est plausible, mais à l'époque on avait déjà fait peut-être 2-3 semaines de travail pour trouver à un moment donné une itération d'un moment qui nous semblait être proche d'une voix sans être une voix, et en même temps c'était un code, forcément c'est des 0 et des 1 qu'on envoie. On a envoyé un fichier comme ça de 4 kilooctets via un satellite dans l'espace, et je n'ai pas eu de réponse. Ah, pas encore. Pas encore. Ouais. Je crois qu'elle va plus à valider en tout cas le nombre d'itérations. C'est ok. Une autre expérience, tu as posté quelque chose de justement qui m'a aussi fait penser à Obvious, c'est justement ce rapport entre l'art et la science et l'IA. Tu as posté des clips, des versions de tes clips que tu avais fait en 2018. Donc pareil, tu le dis avec l'idée de... C'est un remix d'un clip, c'est visuel. L'idée c'était de quoi? De créer une version unique pour chaque personne? J'avais pas encore cette idée-là, non, j'avais pas je me disais pas que c'était une version pour une personne. Mais j'ai toujours eu ce questionnement sur le clip, et notamment dans l'industrie musicale, ce passage un peu contraint et forcé de faire un clip. Très souvent, je trouve que c'est un outil marketing pour attirer les gens sur YouTube, pour faire des plays. Et le clip est souvent, par la narration et la démarche, est parfois un peu pauvre. Moi-même, j'ai fait des clips de merde, que je peux te dire, même si j'étais plutôt heureux sur le dernier album des 3 clips que j'avais fait, notamment avec Jessie Moussalem, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une réalisatrice libanaise extraordinaire, qui fait des clips très engagés
Et voilà, moi, ça m'a vraiment nourri. Mais par exemple, au jour d'aujourd'hui, une des raisons aussi pour laquelle je fais de plus en plus d'NFT au moment où je sors un morceau de musique, c'est que je me sens beaucoup plus libre de faire un NFT pour promouvoir et pour parler de ma musique que de faire un vidéoclip où il faudra que ça dure 3 minutes, où il faudra qu'on commence assez vite. Alors que le NFT, je pense que c'est un médium qui est totalement frais et libre. Et si on veut faire 10 secondes, on fait 10 secondes. Si on veut faire 15 minutes, on fait 15 minutes. Si on veut que ce soit génératif, qu'on comprenne rien, il n'y a pas de problème. Alors que, voilà, je pense qu'on est vraiment, encore une fois, au firmament. Ouais, c'est vrai, j'ai travaillé 12 ans dans l'industrie de la musique et c'est vrai qu'on produit systématiquement un clip pour un titre important. Au final, aujourd'hui, tu arrives à te poser la question de savoir si c'est nécessaire et peut-être, enfin, en tout cas, tu préfères t'exprimer différemment aujourd'hui. Après, je pense qu'il y a différentes typologies d'artistes, c'est-à-dire que je ne suis pas le chanteur pop torse nu devant une McLaren et entouré de bimbos qui boivent des vodka. Ah, t'es pas de J'ai genre-là ? essayé, mais ça n'a jamais marché. Mais donc, du coup, non, je pense que tu vois, ça dépend vraiment des artistes. Mais en tout cas, me concernant, non, je pense que la démarche n'est pas nécessaire. Il y a, donc là, on voit que dans ta démarche en fait, créative, arriver au NFT, c'est plutôt logique. Il y a l'aspect dont on a pas mal parlé avec Pao, culturel, communautaire. Tu as parlé des rapprochements entre voilà, les NFT et voilà, ce que tu avais vécu un peu dans les rave parties. Donc c'est-à-dire que tu retrouves en plus un terreau assez cool. J'avais une question à te poser. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'idéologie, la blockchain. Tu m'as dit que, plutôt en tant que patron de label, enfin créateur de label, il y a quelque chose dans l'écosystème qui est en train de bouger, qui est costaud aussi, qui est amorcé par les NFT, mais peut-être qui est plus profond, plus équitable. Tu nous en dis un petit peu plus là-dessus ? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais te raconter? Alors, 2-3 choses. Déjà, juste avant, je voudrais dire que sur le langage, moi, il me semble que le NFT, c'est un mot du présent, mais qui exprime le futur. Et je pense que c'est un truc qui me semble très vrai, c'est-à-dire que c'est vraiment, quand on dit NFT, c'est pas un mot d'aujourd'hui, on le connaît tous, mais ça exprime déjà une idée du futur. Et je me dis souvent, parce que ce que je vois souvent, c'est que, et j'en parlais aussi la dernière fois au NFT Meetup, c'est que souvent les artistes NFT sont un peu obligés et contraints de justifier, de faire de l'art en NFT. Et je trouve que c'est complètement aberrant parce que, d'une part, chacun a son jugement artistique de pouvoir savoir si c'est une œuvre ou pas, si ça le touche. Et je pense qu'en fait, la relation, on va faire 20 secondes de philo, mais la relation en fait, entre l'observateur et l'observé, c'est-à-dire ce que vous observez à un moment donné, si ça vous confond, si l'image vous confond et que ça vous procure l'émotion, je pense que vous êtes face à un artiste. De la même façon que quand on lit un livre, si ces mots vous confondent, je pense qu'on est en train de lire une œuvre qui peut être érigée à ce statut. Donc je ne pense pas qu'il y ait de justification à avoir à partir du moment où vous êtes devant quelque chose qui vous confond et vous parle et dans lequel vous vous sentez complètement mêlé. Parce que moi j'ai souvent eu à faire cette question quand j'avais 18 ans et quand j'allais chez mes beaux-parents de l'époque, que ma petite amie me présentait et qu'elle me disait voilà c'est mon copain. Mais elle ne pouvait pas dire que j'étais DJ. Parce que dans les années 90, quand vous étiez DJ, vous étiez quand même un peu un paria. C'était soit j'étais dealer, soit ma fille elle était vraiment mal et ça n'allait pas bien se passer pour elle. Et je vois beaucoup ce comparatif aussi aujourd'hui avec les artistes NFT qui se sentent obligés de se justifier de par leur démarche et ce qu'ils sont en train de faire. Et par rapport à la musique, je pense que sur l'écosystème en cours, j'ai entendu quelqu'un qui en parlait un petit peu tout à l'heure d'ailleurs, je pense que ça ne viendra pas des majors ni des gros labels indépendants, mais plus des petites structures comme la mienne, où en fait chaque artiste pourrait être intéressé de l'œuvre de l'artiste qui est dans la même famille. C'est-à-dire que moi, si mon label s'appelle Sapiens, si j'ai 10 artistes, je pense que si 10% des revenus de ces artistes allaient dans un pot commun et servaient aux autres artistes, on serait dans un processus très vertueux de création, de communauté. Et je pense également que le label évidemment devrait aussi mettre une partie de ses revenus là-dedans et que de la même façon que les auditeurs pourraient être payés, plutôt que payer pour écouter, pourraient même recevoir aussi des tokens pour chaque écoute. Donc
ça c'est juste une contrainte technologique, mais on n'est pas loin d'y arriver. Et je pense que le système vertueux, que l'artiste, le label, que l'auditeur soient dans un même circuit, et je pense que c'est quelque chose qui ne me semble pas d'une idée communiste, mais plutôt d'une idée vertueuse. Donc là, c'est plus l'idée que la blockchain permet aujourd'hui d'accélérer, en tout cas technologiquement, de rendre ce rapport plus équitable et finalement peut-être plus créatif aussi, parce qu'il y a quand même un enjeu de créativité. On n'a pas même pas de gouvernance ce matin, c'est un peu c'est presque une DAO, quoi. C'est exactement de la gouvernance. Donc le label de demain, c'est une DAO. Je suis plutôt persuadé que oui. Ouais, je suis assez convaincu que, par exemple, si moi je dis demain, forcément quand je sors un album et qu'il y a des jeunes artistes qui vont être signés, je leur dis que je vais donner 10% de tous mes revenus à leur futur disque qui débute, ils seront ravis. Et de la même façon que peut-être dans 5 ans, je sais pas, je me le souhaite pas, mais je tombe malade, j'ai un problème, je pense que c'est peut-être les revenus des artistes qui vont aussi m'aider à m'en sortir. Donc je pense qu'il y a un système comme ça c'est presque de l'entraide en fait. Il y a un côté. Et ce que je vois beaucoup dans le système actuel, parce que je vous ai beaucoup entendu parler d'argent, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a un vrai système d'entraide, d'énergie collective, qui sont là juste pour tirer toute la communauté vers le haut. Et ça, je trouve que. Moi, j'étais pas là ce matin, parce que vous en avez beaucoup parlé. Hein. Bah, je trouve pas que comme c'est ça, très mais... fort. En fait, moi, je suis assez frappé de ça. Et je vois la même chose que pour les rêves parties, où il y avait 200 voitures qui suivaient sur une autoroute pour aller dans un champ où ils ne savaient pas s'il y aurait du son. C'est un peu la même histoire. Non, mais ouais, j'entendais un collectionneur hier dire qu'effectivement, très, très tôt, souvent, quand tu as vendu ton premier NFT en tant qu'artiste, ton réflexe, c'est pas d'aller prendre le pognon et te casser, c'est de te dire, bah tiens, cool, Qu'est-ce que les je vais acheter ? ETR, qu'est-ce que je vais acheter ? Et finalement, les artistes deviennent les premiers mécènes de nos artistes. Donc déjà, ils le font de manière non organisée, mais moi, je l'ai remarqué, on a eu cette discussion, c'est même pour ça que mon agence s'appelle Renaissance d'ailleurs, parce qu'on a vu qu'entre eux, les artistes finalement s'entraidaient. J'ai sorti deux projets NFT, dont un avec l'artiste Jacques que tu as acheté. Et là, je me suis dit, wow, c'est quand même vraiment génial ce monde. Les artistes achètent les trucs des artistes. Ça n'est jamais arrivé en fait dans la musique. Enfin, c'est presque. Moi, ils me demandent plus des guest lists en général. Ouais, des guest list ou remix quoi. C'est pas mal avec les tableaux et puis des échanges de tableaux justement dans Ouais. certaines salles. Après, moi, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup acheté d'art, toujours d'artistes. Elle a montré tout à l'heure à Karen, j'ai une artiste qui d'ailleurs aujourd'hui sur le site dont vous avez parlé tout à l'heure, Terra, qui s'appelle Libby, qui fait une œuvre avec un ordinateur quantum. J'ai trouvé ça super. Je pense que c'est vraiment excitant de voir les idées en fait qui gênent. Moi, c'est pas bleu. Alors, je clôture par une dernière question, mon cher Gregoria, qui va faire une transition sur le reste du sujet. On a vu Sébastien de Sandbox ce matin. Snoop Dogg a créé un espace virtuel avec du land et plein de choses dedans. Est-ce que toi, aujourd'hui, en tant que musicien ou artiste, le métavers, c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu as une idée de comment tu vas y aller, démarrer là-dedans? J'ai 1 minute. Vous avez 20 secondes. Je vais répondre oui. Tu veux me dire? Allez. Non, mais évidemment que c'est très excitant, mais le métavers, c'est au-delà de ça. Je pense que sur ce côté... parce qu'en fait, le métavers, je ne sais pas si tout le monde a essayé ici dans cette salle avec un casque VR ou pas, mais au-delà de l'expérience avec le casque VR, je trouve qu'il y a un truc cosmique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une expérience technologique. Et moi, chaque fois que j'ai mis un casque VR, j'avais l'impression de rentrer en transe. Et je ne voulais plus en sortir. Donc c'est peut-être pas... j'ai peut-être un problème d'addiction. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cosmique, de l'expérience. Et on est vraiment qu'au début, parce que je pense qu'on n'a pas encore tous les sens qui sont intégrés à ces expériences-là. Je pense que l'odorat est un sens qui est complètement sous-estimé. Et je pense que ça va être un sens... en tout cas, moi, j'ai beaucoup de... Je consacre beaucoup de temps à ça en ce moment. Ouais. Tu devrais parler avec Fabien. Ouais, moi aussi, je suis assez intéressé par toutes ces formes. Merci Gregoria. On reste ensemble de toute façon donc, pour
pour la suite, ouais, des applaudissements. Donc on va conclure ici, mais je voudrais juste vous donner un petit aperçu de la suite du programme, parce que ça continue. Mais cette fois-ci, on va aller se balader. Et je vous propose donc de nous rejoindre dans les expositions d'Octobre Numérique Fermont, parce que c'est pas juste des paroles, c'est aussi incarné dans de très chouettes expositions, dont 2 qui ont ouvert aujourd'hui. L'une à la chapelle des Trinitaires, qui est l'exposition solo de Théo Triantafilidis, qui expose des simulations en temps réel, un jeu vidéo et un hologramme d'un orque transgenre qui vous toise et vous flirte quand vous rentrez dans l'église. Et la deuxième, donc ça c'est à partir de maintenant, c'est ouvert, on peut y aller ensemble. Et à 19h15, on inaugure à la chapelle des Frères Prêcheurs une installation de Guillaume Marmin, qui est assez hallucinante, on l'a vu en preview hier. Son, lumière, brouillard, inspiré par des mosaïques japonaises qui vous allez scanner là-bas et qui sont déployées dans l'espace d'une ancienne cathédrale. Ça, c'est la chapelle des Frères Prêcheurs. Et puis, à partir de 20h, on se retrouve à l'espace Croisière, où on a déjeuné avec la plupart d'entre vous pour aller boire des coups et se parler, se poser plein de questions. Ah, enfin. Non, je rigole. Je voulais dire merci à chaque intervenant aujourd'hui et à chaque personne qui était là, d'être restée toute la journée. C'est une belle journée NFT. J'espère que ça a été enrichissant pour la plupart d'entre vous. Donc voilà, merci à tous et merci Fabien. Merci.